Bonjour à vous tous et à vous toutes. Dans ce deuxième cours de module de compréhension et expression écrite, nous mettons l'accent sur la communication. La communication est tirée du verbe communiquer. Et en revenant à ses origines, nous trouvons communauté, commun, communion et comme qui veut dire avec, et pour sa signification, le verbe communiquer suggère plusieurs idées, parmi lesquelles nous citons échange, dialogue, partage, interaction, relation, l'écoute, la compréhension. Autrement dit, c'est là d'être en relation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la communication? Tout acte de communication est un processus complexe qui peut être analysé grâce aux différents éléments qui le composent. Dans ses formes modernes, la communication utilise l'oral, l'écrit et les signes visuels, des schémas, des graphiques, des images, ainsi de suite. Suite à la théorie de Roman Jakobson, le schéma de communication est constitué de 6 facteurs. Le message, l'émetteur, le récepteur, le référent, le code et le canal. Sachant que chacun de ces 6 facteurs a un rôle à jouer. Aucun facteur ne peut être absent du processus. Pour les facteurs, le premier, c'est l'émetteur ou le destinataire. C'est celui qui compose et envoie le message. Il choisit les mots, construit les phrases, les prononce ou les écrit pour envoyer son message à son destinataire. Et il peut s'agir d'une seule personne dans le cas d'une conversation, une lettre privée, un discours, un écrivain ou un concepteur d'images, ou bien de plusieurs personnes dans le cas de co-auteurs d'un texte, 2, 3, ou bien de plusieurs réalisateurs d'une émission, comme il peut s'agir aussi d'un organisme représenté par l'un de ses membres. C'est l'exemple d'une circulaire ou une note de service. Le deuxième facteur est le récepteur ou le destinataire. C'est celui qui reçoit et décode un message qui lui est adressé par l'émetteur. Et comme le cas précédent, il peut s'agir d'une seule personne ou de plusieurs personnes. Dans le cas de messages écrits ou visuels, la communication est différée. Elle est à distance. Le récepteur peut relire le texte, peut revoir, revenir en arrière, comme l'exemple de notre cours à distance en ligne. Et aussi, il peut annoter le message. Le troisième facteur est le référent ou le contexte. À l'écrit, à l'oral, il est constitué d'abord de l'ensemble des êtres et des choses présentes pendant l'acte de communication. C'est ce qu'on appelle référent situationnel. Mais il comprend aussi ce dont on parle, ce qui fait l'objet de la communication, référent textuel. À l'écrit, le référent est seulement textuel, ce dont on parle. Le quatrième élément est bien le message. C'est ce que l'on adresse à autrui pour lui faire parvenir une information. Et il peut s'agir de phrases orales, phrases écrites, d'une série de signaux, d'un assemblage d'éléments. Attention, le message n'est pas le référent. À propos de la même situation, on peut composer une infinité de messages différents. Le même événement, par exemple,
sera traitée de façon différente par différents journaux. Elle donnera lieu à différents messages. Un fait divers, par exemple, peut occuper plusieurs colonnes dans un journal comme Liberté et une dizaine de lignes seulement dans Al-Watan. On lui consacrera une couverture et plusieurs pages intérieures dans certains périodiques, tandis que d'autres l'évoqueront sous forme de brève. Même l'événement sera traité différemment selon le style du journal. Le cinquième facteur est le code et il est le résultat d'une convention entre les membres d'une communauté humaine. Il faut qu'émetteurs et récepteurs parlent la même langue pour qu'ils puissent communiquer et se comprendre. À l'oral et à l'écrit, le code est linguistique. Dans les messages visuels et coniques, les codes sont d'ordre perceptif et esthétique. C'est l'exemple de la perspective ou bien les plans au cinéma. Dans un graphique ou image éloignée du réel immédiat, la saisie du message exige la maîtrise des codes particuliers. C'est l'exemple des codes pectoraux, vocabulaire et signes spécifiques à une science. Il est aussi nécessaire de noter que si on a tendance à considérer que l'usage de différentes langues et de certains codes complémentaires, comme le morse, qui a cessé d'être utilisé dans les communications maritimes en 1999, et le braille, utilisé par les non-voyants, est naturel et identique dans le monde entier. On a souvent moins de certitude en ce qui concerne les modes de communication comme les couleurs des vêtements, les gestes ou le dessin parce qu'ils sont liés aux différentes cultures de différentes sociétés. En Asie, par exemple, le blanc indique le deuil, tandis que les vêtements de mariage sont rouges. Dans les Balkans, par exemple, on hoche la tête pour dire non, tandis qu'on l'agite latéralement pour dire oui. Et aussi pour le sigle de la Croix-Rouge, en Orient, il s'agit d'un croissant. Le dernier facteur, le sixième, est le canal. Et il s'agit de la voie matérielle que le message emprunte. Et ici, on peut parler des ondes sonores, de la parole, de support papier, journal ou livre, ou d'un appareillage complexe dans le cas de téléphone, de la radio, d'ordinateur ou de la télévision. Le canal n'est pas seulement un moyen de transmission de l'information. Le choix du support peut influencer la forme du message. Chaque support impose ses contraintes propres. Et voici le schéma récapitulatif de la communication. À chaque facteur de la communication correspond une fonction différente. L'émetteur, c'est la fonction expressive. En parlant de référence, c'est la fonction référentielle. Le récepteur, c'est la fonction conative. Le message, c'est la fonction poétique. Le canal, la fonction phatique. Et le code, c'est la fonction métalinguistique. Et mettre ou bien développer une de ces fonctions, c'est mettre en valeur tel ou tel facteur de la communication. On pourra privilégier un de ces facteurs. La fonction expressive, elle est centrée sur le destinataire de message. La fonction référentielle
elle est centrée sur le référent. Quant à la fonction conative, elle est orientée vers le destinataire. La fonction poétique est centrée sur le message en tant que tel. La fonction fatigue est centrée sur le contact. La fonction métalinguistique est centrée sur le code. Prenons chaque fonction en détail avec les indices de reconnaissance et commençons par la fonction expressive, dite aussi émotive. Cette fonction permet à celui qui produit le message de communiquer ses émotions, ses pensées, ses points de vue, ses réactions, ses attitudes, ses jugements de valeur, ainsi de suite. À l'oral, elle est révélée par les intonations, le débit, le rythme, les gestes et la mimique. À l'écrit, elle se limite aux sentiments, aux sensations, au jugement personnel exprimé. Dans une image, les indices de reconnaissance renvoient au choix des éléments de la nature personnelle de graphisme, aux couleurs et aussi à l'angle de prise de vue. La deuxième fonction, la fonction conative, elle implique et interpelle le récepteur. À l'oral comme à l'écrit, elle se reconnaît à l'emploi de la deuxième personne du singulier ou du pluriel et à l'emploi de l'impératif ou l'emploi des questions. Dans une image, elle apparaît lorsqu'un personnage semble nous regarder ou bien nous faire signe. La fonction référentielle, elle correspond aux informations objectives transmises. Elle se manifeste dans les textes scientifiques. Leurs auteurs transmettent une information précise et s'efforcent de le faire avec précision et objectivité. Elle est développée aussi dans les manuels scolaires, les cours, les exposés, les rapports, ainsi de suite. D'une façon générale, elle existe dans tous les cas où l'information domine. À l'oral comme à l'écrit. La fonction référentielle peut se reconnaître à l'emploi de la troisième personne du singulier ou du pluriel, comme elle peut se reconnaître à l'emploi du pronom neutre ça, cela. Dans les images, c'est le cas d'une toile figurative ou bien un plan ressemblant au réel. Dans la quatrième fonction, la fonction fatigue, le message est axé sur le canal. Et développer cette fonction, c'est veiller à la bonne transmission du message. Elle permet l'établissement de contacts physiques et perceptifs avec le destinataire. À l'oral, pour conserver le contact, on utilise des sons, des mots vides de sens, un oui, ou des phrases comme « tu m'entends, vous me suivez ?» À l'écrit, on emploie diverses techniques, certaines ponctuations, variations typographiques, mise en page, équilibrage des pleins et des vides, le logo, ainsi de suite. Quant à l'image, elle est par nature fatigue, puisque la perception qu'on en a est globale. La cinquième fonction,
c'est la fonction poétique et elle est centrée sur le message lui-même en permettant d'en faire un objet de plaisir esthétique. Les indices de reconnaissance à l'oral comme à l'écrit sont liés au choix original et inhabituel des termes et de leur combinaison et aux écarts stylistiques. Dans l'image artistique, elle est fondamentale et transparaît dans le choix original et inattendu des couleurs, de dessin, de la composition, etc. La dernière fonction est la fonction métalinguistique et elle est exprimée et développée lorsqu'on explique le sens d'un mot, d'un symbole, lorsqu'on énonce une règle de grammaire ou celle d'un jeu. Elle se manifeste aussi dans un lexique ou un glossaire à l'appui d'un texte contenant des mots relevant d'un domaine particulier. Et c'est le cas des ouvrages scolaires et universitaires et aussi des communications scientifiques. Dans l'image isolée, sa présence est impossible. Il est aussi nécessaire de noter qu'un message peut englober plusieurs fonctions. L'emploi de la fonction expressive et de la fonction conative peut par exemple être organisé comme un va-et-vient. La participation de récepteurs peut être sollicitée dans une émission interactive. Un logo et une mise en page destinée à développer la fonction fatigue peuvent, par une forme recherchée, développer la fonction poétique. Aussi, un article scientifique basé sur la fonction bien sûr référentielle peut être présenté de manière attrayante en faisant recours à la fonction poétique. Pour éclaircir toutes ces idées, passons à des exercices illustratifs et commençons par la fonction expressive. Et je vous propose un extrait de l'œuvre d'Albert Camus, L'étranger. Alors, moi j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûre de moi, sûre de tout, plus sûre que lui, sûre de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais de moi, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais toujours raison. Comme vous voyez, dans ce passage, la fonction expressive se manifeste par l'emploi de la première personne, mais aussi par l'utilisation des procédés soulignant des affirmations, la répétition du terme sur, l'emploi de l'expression j'avais raison et l'emploi de oui. Pour la deuxième fonction, la fonction conative, je vous propose un poème de Victor Hugo. Alors, partout pleurent sanglots, cris funèbres. Pourquoi dors-tu dans les ténèbres? Pourquoi t'es-tu laissé lié de bandelettes? Il te mord dans ton cercueil. De tous les peuples, on prépare le convoi. Lazare, 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 lève-toi. Alors, dans ce poème des châtiments, où Victor Hugo exhorte le peuple à la révolte contre Napoléon III, la fonction conative se manifeste dans l'emploi de la deuxième personne, mais aussi dans l'emploi de l'impératif « lève-toi » et l'emploi de vocatif « Lazare, Lazare, Lazare ». La troisième fonction est la fonction référentielle, appelée aussi dénotative.
Et là, je vous propose ces deux exemples. Magasin ouvert de 9 h à 19 h. Le deuxième exemple est tiré du journal Liberté de 5 octobre 2020 et il aborde la rentrée scolaire. La rentrée scolaire a été fixée au 21 octobre pour le cycle primaire à travers tout le pays et au 4 novembre pour les cycles moyens et secondaires. C'est la décision prise hier par le Conseil des ministres réunis sous la présidence du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Comme vous voyez ici, tout ce qui dans le message renvoie aux références situationnelles ou textuelles. Et toutes les informations n'utilisent que la fonction référentielle de langage. Et en résumé, nous pouvons dire que la fonction expressive, elle est centrée sur la première personne, la fonction conative est centrée sur la deuxième personne. Quant à la troisième fonction référentielle, elle est centrée sur la troisième personne. La quatrième fonction est la fonction fatigue. Et je vous propose cet exemple. Allô, Mohamed, vous m'entendez? Quoi? Répétez s'il vous plaît. Allô, allô. Comme vous voyez, la fonction fatigue se manifeste dans les formules qui servent à établir le contact, même s'il s'agit des expressions vides du sens comme allô, allô. C'est l'exemple aussi d'un enseignant lorsqu'il explique son cours à ses apprenants. À chaque fois, il fait recours à des formules pour maintenir le contact. Vous m'entendez? Vous me suivez? Est-ce clair? Avez-vous des questions? Ainsi de suite. Cette fonction se retrouve aussi et assez souvent dans les gestes ou dans les regards appuyant le sens des mots. La cinquième fonction est la fonction métalinguistique. Et je vous propose un exemple tiré de l'ouvrage Les mathématiques nouvelles de Christian Korn et François Robineau. Nous entrons dans le domaine des mathématiques lorsque nous organisons les objets mathématiques avec une logique, un langage et un symbolisme choisis arbitrairement. Le domaine des mathématiques, c'est le monde du formalisme, des relations, du symbolisme. Comme vous voyez ici, ce texte recourt à la fonction métalinguistique pour apporter des précisions sur certains éléments du code, à savoir le domaine des mathématiques et le monde des mathématiques. Et les termes qui véhiculent cette fonction, la fonction métalinguistique, sont nous entrons et lorsque pour préciser le domaine des mathématiques. Et pour préciser le monde des mathématiques, on a fait recours au terme C. L'exemple suivant est en relation avec la fonction poétique. Et comme l'indique son intitulé, elle est dominante dans la poésie parce que la poésie fait recours aux différentes figures du style. Je vous donne l'exemple d'Alfred de Musset. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Comme vous voyez ici, Alfred de Musset, avec un style connotatif et des mots chargés pragmatiquement, il nous présente sa philosophie de la vie en présentant la vie comme une grande école où l'homme ou bien l'être humain est un apprenti et la douleur est le maître.
pour nous transmettre l'idée que l'être humain ne peut ni vivre ni sentir la joie s'il ne souffre pas. Et la fonction poétique aussi, on la trouve dans les slogans publicitaires et politiques qui recourent presque toujours à la fonction poétique du langage. Et je vous propose ces deux exemples. La monte forte qui réconforte. Et ici, comme vous voyez, il y a une répétition d'une sonorité rime intérieure. Forte, réconforte. Le deuxième est à propos d'un fromage et on a fait appel au même procédé. Le seul doux qui a du goût. Comme vous voyez, doux et goût. Et il est à noter aussi, si la fonction poétique domine la poésie, dans les autres formes d'expression linguistique, elle est accessoire. Et en dernier lieu, je vous propose un texte, bien un exemple, qui met l'accent sur un texte qui renferme plusieurs fonctions. Comme vous voyez ici, c'est un texte qui se compose de 2 paragraphes. Essayons ensemble de le lire et nous essayons ensemble de diagnostiquer, de repérer la fonction dominante ainsi que les autres fonctions qui apparaissent dans ce texte. Alors, que reconnaît-on le long des chemins en ces temps antimotorisés? Quelques années avant la Révolution, Young racontait n'avoir vu en France, sur une distance équivalente à 60 km, qu'un seul cabriolet, une douzaine de chariots et quelques vieilles femmes montées sur des ânes. Mais la reine de la circulation était bien entendu la diligence. La diligence était une longue guimbarde peinte en jaune et pesant jusqu'à 5 tonnes. Elle était divisée en plusieurs compartiments, dans lesquels pouvaient trouver place au total une quinzaine de personnes. Elle était traînée par 5 chevaux, menée à toute bride par un postillon vêtu d'une casaque bleue de roi à parements rouges, d'une culotte de peau jaune et d'énormes bottes en éperon. Nous retrouvons dans les vieux livres le souvenir attendri et pittoresque de ces voyages en diligence. L'arrivée fracassante dans les villages révolutionnés, toute cette ferraille trépidant et sonnant dans un tonnerre de hennissements, de grelots et de jurons qui attiraient aux fenêtres d'austères douairières provinciales et sur le pas des portes des filles d'auberge hilars et aux joues rubécondes, d'après Rousseau tiré de l'ouvrage Histoire des techniques et des inventions. Alors, à votre avis, quelle est la fonction dominante et quelles sont les autres fonctions existantes dans ce texte? Alors, comme vous voyez ici, l'auteur nous présente dans le premier paragraphe la diligence comme un moyen essentiel de transport. Dans le deuxième paragraphe, il décrit la diligence en détail. Pour la fonction donc dominante dans ce texte, il s'agit bien de la fonction référentielle. Alors, dans le premier paragraphe, avant la Révolution, comme je l'ai signalé, malgré les dires de Young, la diligence est le moyen essentiel du transport. Dans le deuxième paragraphe, il s'agit d'une description de la diligence et de ses arrivées tonitruantes dans les villages. Aussi, d'autres fonctions apparaissent également dans ce texte. Il s'agit de la fonction expressive et elle est véhiculée par 2 éléments. L'exclamation en fin de paragraphe, l'évocation amusée de l'arrivée de la diligence, lourde guimbarde jusqu'à été traînée.
La deuxième fonction secondaire, bien sûr, il s'agit de la fonction conative et elle est véhiculée par la question initiale au début du premier paragraphe. La fonction fatigue, c'est la lecture facilitée par le retour à la ligne. Comme le remarquons, chaque paragraphe commence par un retrait ou bien ce qu'on appelle l'alinéa et les deux paragraphes sont bien organisés. La fonction métalinguistique aussi. Ici, l'auteur, en disant, le retrouvons dans les vieux livres et il fait un discours sur son discours en réfléchissant ses propres sources. Et la dernière fonction secondaire est la fonction poétique et elle est véhiculée par l'emploi d'un vocabulaire connotatif dans le second paragraphe. Nous avons la métaphore, la diligence sereine, vous avez aussi le tonnerre de hennissement et vous avez une accumulation dans la dernière phrase. Et je termine mon cours par les contraintes de la communication. Et nous avons en premier lieu la contrainte du temps. Comme nous savons tous, la communication est souvent minutée. Que peut-on dire sur le même sujet en 10 minutes et en 1 heure? La deuxième contrainte est celle de l'espace. Donc, dans la presse, la communication technico-scientifique, la communication d'entreprise, l'émetteur doit tenir compte du nombre de signes, de pages, ainsi que de visuels impartis. Et la dernière contrainte est liée au genre. Et chaque type de message impose ses propres lois. C'est la communication linguistique et linéaire. Les messages graphiques et l'image sont synchrones, on les perçoit globalement. Alors, nous pouvons dire que la communication, elle est soumise aux lois de ces trois facteurs qui sont le temps, l'espace et le genre. Enfin, je vous remercie de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.